alaikum, sahaftolkom, marhaba bikoum. Donc samedi, c'est la rétro-info de la semaine. Nous allons revenir avec nos invités à deux, trois sujets. Alors, peut-être la crise entre la France et l'Algérie, ou l'Algérie et la France. Donc, cette crise qui n'arrête pas de s'accentuer. Nous parlerons aussi des libertés en Algérie par rapport donc à la 58e session des droits de l'homme tenue à Genève hier et avant-hier. Nous allons revenir à ce rapport de la rapporteuse qui a été donc en Algérie en juillet dernier. Après, à la fin, on finira par parler justement du sujet d'hier. C'est les manœuvres militaires entre le Maroc et la France à Rachidia, sur les frontières de l'Algérie. L'Algérie, bien sûr, est en colère par rapport à ces manœuvres. Et le ministre des Affaires étrangères a déclaré que c'est un acte grave. Mais avant d'entamer ces sujets, c'est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Nous allons parler bien sûr de la femme algérienne qui est là, qui est debout, qui est justement qui combat, qui milite pour les libertés, pour le bien-être de l'Algérien, depuis toujours d'ailleurs, depuis même pendant la guerre, avant la guerre et après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, pendant le Hirak et jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on va parler de ces sujets avec nous. Majid Hachour, avocat, militant des droits de l'homme. Majid Hachour, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et merci pour l'invitation. Merci Majid. Avec nous aussi Mohamed Razzian Rahmoun, lui aussi il est dans les droits de l'homme. Monsieur Rahmoun, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Shahar Ramadan Moubarak pour tout le monde. Merci. Mohamed Razzian Rahmoun, donc représentant de Riposte Internationale à Londres, militant des valeurs démocratiques et universitaire. مرحبا بكم. عمر مختار ميليتون بوليتيك par téléphone depuis Paris. عمر Azzoul, bonsoir, صحفتولك. Azzoul, صحفتولكم, bonsoir à tout le monde, merci pour l'invitation. Merci. Alors Majid, on va commencer par parler donc de ce 8 mars donc 2025 et cette journée internationale des droits de la femme. Contrairement à ce que beaucoup justement pensent que c'est une fête, c'est pas la fête. Justement, c'est une journée là où on est censé se rappeler justement le rôle de la femme. Majid Hachour. C'est pas la fête de la femme, on fête pas la femme, mais on fête et on se souvient et on fait le constat et le bilan du parcours de la lutte pour les droits des femmes. En ce qui nous concerne, le bilan n'est pas vraiment fameux. On dit bien qu'une société sans femme est une société infâme. Actuellement, on n'est pas la meilleure société pour la femme. Rappelons-nous, et je rends hommage par là à toutes ces femmes emprisonnées, une pensée pour elles, une société, un pays qui emprisonne des femmes pour délit d'opinion. Laissez-moi songer à plusieurs choses. Ça, c'est de deux, je disais que une société qui n'honore pas la femme, qui donne un statut de mineur à la femme. Et je vise par là le code de la famille qui a été modifié dans un certain sens, mais pas toujours dans le bon sens. La femme divorcée, pour ce qui est de la femme divorcée, si on parle de la femme divorcée, peut-être qu'elle a obtenu certains droits, mais la femme mariée n'a aucun droit. La femme divorcée a la tutelle, pourra avoir la tutelle des enfants. Mais est-ce que la femme a sa place aujourd'hui dans la scène politique en Algérie, dans les représentations, etc.? C'est fastidieux, hein, c'est fastidieux. C'est une place hypocrite. On continue à traiter la femme comme un objet. Hein. Pour attirer l'électorat, ils sont obligés de placer des visages de femmes. Pour attirer les spectateurs, ils sont obligés de mettre une certaine catégorie de femmes.
plus elles sont belles, plus elles sont recrutées dans les médias, elles sont recrutées dans les sociétés, elles sont recrutées dans Tunic. Donc, on est loin, on est très loin. Je parlais du code de la famille où la femme mariée n'a aucun pouvoir sur ses enfants. L'époux dépose par exemple un passeport pour son fils ou ses fils ou ses enfants, mais le retirer ne va s'effectuer que par cet époux. La femme n'a pas le droit de déposer des papiers pour ses enfants, alors que normalement elle devrait partager la tutelle la tutelle doit être partagée entre elle et son époux. Il y a de l'ostracisme envers les femmes, quel que soit, puisqu'on parle de politique, il y a de l'ostracisme envers les femmes. Voyez les listes à dominante, comment dirais-je, à dominante masculin pluriel, pendant que la place de la femme, ou bien les femmes ont droit à une place ou au maximum de place, et même si et ça leur donne même pas l'avantage ou l'espoir d'être élus. On a essayé de pratiquer un certain équilibre, disons que en faisant entrer le maximum de femmes dans ces listes, mais le résultat est toujours le même. Aujourd'hui, la place de la femme dans la société est vraiment on n'est pas arrivé à avoir une place pour la femme. Du point de vue, de tous les points de vue, du point de vue religieux, regardez ce qui se passe. On lui met le hijab, on lui met le niqab, toutes les fatwas ont pour objet que la femme. On dirait que notre religion ne s'occupe que des femmes. Du point de vue économique, regardez leur traitement et leur salaire, et regardez la vision qu'a la gente masculine de l'effort féminin. Du point de vue politique, je l'ai dit, économique, je l'ai dit, du point de vue social, elle est toujours la femme doit se taire là, devant l'homme, la femme. Omar Mokhtar, un mot par rapport à la journée internationale des droits de la femme. C'est dommage. Donc, pour moi, la femme ne se fête pas, elle se respecte. Et puis, elle se fête sinon toute l'année, pas que le 8 mars. Et ce qui est dommage, c'est que même à Paris, où je suis aujourd'hui, il y a des manifs des associations féministes pour réclamer l'égalité de droits. Voilà, donc même dans les sociétés civilisées, on réclame encore les droits de la femme. Alors que en Algérie, on ne parle même pas de droits de la femme. Elle n'existe pas, elle n'est pas épanouie. Et puis, je pense que la religion, la dream, donc ce n'est pas compatible. La femme est soumise, et c'est ça la femme en Algérie. Je ne parle pas, il y a une minorité, bien évidemment, on peut dire épanouie, mais en réalité, la femme ne compte pas, son avis ne compte pas. Et voilà, donc voilà ce que j'ai à dire au sujet de la femme, et c'est malheureux. Normalement, il doit y avoir les mêmes droits, les mêmes chances, l'égalité parfaite pour moi, c'est ce que je vois. Donc, quand on met moins de droits à la femme, la société n'avance pas. Voilà. Merci. Un mot par rapport à la journée des droits de la femme. Premièrement, un joyeux 8 mars. On souhaite à toutes les femmes du monde un joyeux 8 mars, et bien sûr, nous soutenons tous leurs droits. Toutefois, j'aimerais juste ajouter que nous sommes, concernant l'Algérie, c'est une société patriarcale, c'est-à-dire il y a une culture où le mâle est dominant. Donc, il a fallu quand même un travail, je dirais, de siècle en siècle, jusqu'à ce qu'on trouve que des femmes, n'oublions pas que des femmes ont participé à la guerre de libération nationale, au même titre que les hommes. Elles ont démontré toute leur bravoure, elles participent à des institutions, elles sont dans les universités, dans les centres de recherche, elles sont un peu partout, donc elles ont acquis quand même des espaces. Maintenant, il faudrait bien écouter les femmes, parce que généralement, dans notre société, c'est les hommes qui défendent les femmes. Il faudrait bien que les femmes se prennent en charge afin qu'ils puissent aussi exercer pleinement leurs droits politiques et puis en même pied d'égalité que les hommes.
Merci, Mohamed Mziane. Restez avec nous. On passe donc au sujet d'aujourd'hui. Premier sujet, c'est l'Algérie et la France. Majid Hachour, la crise donc entre Alger et Paris, toujours, chaque jour il y a du nouveau, mais bon, mais il n'y a pas d'apaisement, Majid Hachour, malgré les déclarations de Tebboune à l'opinion, malgré le discours de Macron aussi depuis le Portugal, ça continue, l'extrême droite continue encore et encore à creuser dans ce fossé. Et qu'est-ce qui se passe, Majid? Il se passe que c'est une relation tout le temps instrumentalisée, à un but objectif, des fois avoué, des fois non avoué. Ce qui me désole, c'est que les relations entre États doivent rester des relations entre États. S'il y a crise, entre parenthèses, crise dont j'en doute fortement, parce qu'il n'y a pas de crise en fait, si crise il y a, cela doit être traité par la diplomatie. L'Algérie est un État et la France est un État. L'Algérie a ses diplomates, comme la France en a. Les partis politiques, ces choses-là sont vraiment très importantes pour qu'ils soient laissés à des partis politiques qui sont d'extrême droite. Il est désolant que l'Algérie, en tant qu'État représenté par son président, parle de partis politiques français. Il est très désolant parce que cela s'insinue comme une ingérence. Comme il est désolant que ces partis-là, que des personnalités françaises, ignorantes de l'histoire, ignorantes de la sociologie, ignorantes des liens, osent parler de l'Algérie. Toutes ces parties ignorent même les conventions et les traités signés entre ces deux États. Ils parlaient, ils intervenaient en toute ignorance de tout ce qui s'est passé. La preuve, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais ça pousse à rire. L'histoire de Douelem qui était sous QTF et qu'on avait expulsé en Algérie, et puis que l'Algérie a refusé de recevoir. Ben, l'Algérie était en tout son droit parce qu'il y a un traité en 1974 quant à l'expulsion. L'expulsion, selon le traité de 1974, ne pouvait intervenir que quand toutes les voies de recours sont épuisées. Et j'étais étonné, j'étais vraiment abasourdi par l'ignorance de la partie française de ces ponts du traité de 1974. C'est dire que ceux qui parlent l'extrême droite ou toutes les parties qui sont en train d'intervenir à des visées bien sûr électoralistes et populistes, et là c'est encore plus désolant parce que je dis bien qu'ils sont en train d'instrumentaliser cette relation et cet état de fait, sont tout à fait dans l'ignorance. Majid, pourquoi de l'autre côté, il n'y a pas de débat? Pourquoi ici en France, ce dont vous parlez là, de l'extrême droite, etc., ceux qui s'agissent tout le temps, pourquoi en Algérie, il n'y a pas de débat sur cette question? Pourquoi on n'ouvre pas les plateaux de télévision aux Algériens, aux militants, aux hommes politiques, aux personnalités nationales pour parler, d'envoyer des messages? Pourquoi? D'abord que je corrige une chose par rapport au mot débat. Vous croyez qu'en France, il y a eu débat? Il n'y a pas eu débat en France. C'était de la bouldoguerie, je m'excuse du terme. C'était pas un débat.
Un débat qui commence par ces Algériens-là, un débat qui commence par des insultes et continue par des insultes. Vous appelez ça un débat? Il n'y a pas eu de débat. On a une partie qui est en train d'instrumentaliser les choses à but électoral. Majid, pour vous, tout ce qui se dit à Paris, donc c'est des attaques contre l'Algérie, c'est ça? Ben, c'est des attaques, contre. C'est des attaques. Moi, il faut être objectif pour dire que c'est des attaques. Quant à l'Algérie, nous méritons, nous récoltons ce que nous avons sémé. On a tout le temps empêché l'expression. On a tout le temps empêché le débat. On a toujours caporalisé le débat, si débat il y a. Et le résultat, c'est que les médias. Majid, quand ils disent que justement toutes ces personnes justement qui parlent ici à Paris, ils ne parlent pas de l'Algérie. Pour eux, ils parlent du régime algérien. Et ils font la différence entre l'Algérie et le régime, entre le peuple algérien et le régime. On entend chaque jour ça sur les plateaux français. Que pensez-vous justement de ça? J'ai pas vu une différenciation du régime et de l'État. Parce qu'eux, ils le font pas. Il faut pas qu'on soit truc. On est tous contre le système. On est contre le système, on est contre les pratiques du système. C'est les pratiques du système qui ont conduit des gens qui n'ont aucune valeur à parler de l'Algérie, à s'attaquer à l'Algérie. Ça, on est d'accord. Mais même en France, ils sont, à part une certaine élite, vous vivez en France. Normalement, vous devriez savoir que, à part une certaine élite qui est au courant des enjeux, qui est au courant de l'histoire, qui est au courant de la guerre, le reste sont vraiment ignorants de la chose. Ils parlent avec ignorance, sinon ils parlent avec haine. C'est la haine, c'est pas l'objectivité qui conduit ce débat. Restez avec nous, Majid. Amalet Mokhtar, nous allons écouter Macron et je reviens. En résumé, 1, rien au-dessus de la sécurité des Français. 2, un engagement, une volonté, une exigence que les textes qui ont été signés soient respectés, en particulier les accords de 94, au service de cette sécurité. 3, ensuite, il faut qu'un travail soit repris. Parce que nous n'avancerons pas s'il n'y a pas un travail. On ne peut pas se parler par voie de presse, c'est ridicule. Ça ne marche jamais comme ça. Donc j'ai bien entendu les mots du président Tebboune et je souhaite qu'il y ait maintenant un travail de fond qui soit réengagé au service de nos intérêts les uns et les autres, avec exigence, respect, engagement. Et je le dis aussi parce qu'on a des millions de Françaises et de Français qui sont nés de parents algériens, qui sont parfois binationaux, qui n'ont rien à voir avec ces débats, qui sont des gens qui vivent en paix, adhérents aux valeurs de la République. Je ne voudrais pas qu'ils soient maintenant pris dans ces débats, parce que ils ont le droit à la vie tranquille aussi. Amalet Mokhtar, pourquoi alors on n'arrive pas à reprendre ce dialogue et ce travail? Quel dialogue? De toute manière, cette crise n'a pas lieu d'être déjà une. Deuxième chose, c'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Là, j'ai envie de dire que l'Algérie, c'est l'Algérie qui s'ingère dans les affaires intérieures de la France. La France est un pays souverain. C'est un Algérien qui le dit. Donc l'Algérie est un pays souverain. C'est par rapport au changement de position de la France par rapport au Sahara marocain, Sahara occidental. Donc la France a pris une autre décision, ça la regarde. Et c'est à partir de là que l'Algérie a commencé, a ouvert le feu. Donc elle a retiré son ambassadeur et le reste arrive. Maintenant, le pouvoir algérien, il croit avoir réussi parce qu'ils sont en train de dire à la communauté algérienne de l'étranger, malheureusement, il faut choisir entre la France ou l'Algérie. Moi, je choisis la France, personnellement. Amalet Mokhtar choisit la France parce que la France a raison. Et c'est parce que la France nous a ouvert ses bras. Parce que la France nous accueille, parce que la France n'est pas raciste. Et je me démarque complètement des doualins, des machins, tout ça, instrumentalisés par le pouvoir algérien et par la mosquée de Paris. Donc, je suis responsable de ce que je dis. Maintenant, on se rend compte qu'on ne connaît pas notre histoire. L'histoire de la révolution algérienne a été cachée par Boumediene, bien évidemment. On nous impose une autre histoire. L'indépendance est confisquée.
ben, il faut trouver un ennemi. Il y a la haine du Maroc et la haine de la France. Sinon, est-ce que la crise a commencé par rapport à Doualem, par rapport à je ne sais qui, malgré que nous les avons dénoncés? Parce que c'est la chasse à tous les opposants, c'est-à-dire, on se sonne même au Canada et en France, le pouvoir algérien veut agir. C'est un pouvoir criminel, corrompu et faible. Parce que quand on utilise ces magouilles, c'est de la faiblesse. Donc, il n'y a pas d'autre mot. C'est quoi la crise? Et puis, quand il y a 7 millions d'Algériens, 7, 5, 8, ça dépend de quel côté on est, d'Algériens en France, on réfléchit. Est-ce que ces Algériens sont consultés? Pas du tout. Personne ne nous a posé la question. Il y a juste une chose, Ranima Abladi. Quand tu dis Ranima Abladi, c'est comme si je te pose la question, est-ce que tu aimes ta mère? Il y a quelqu'un ça se pose comme question, ça. Est-ce que je vis en France et que j'aime la France, je défends la France, je respecte la France, je respecte les lois. Et évidemment, j'aime mon pays, qui est l'Algérie. Je suis uniquement algérien. Et quand tu vois, comme Hafir, le recteur de la mosquée de Paris, qui te dit à la télé dans une chaîne française, à BFM TV, je crois, qui te dit j'ai réintégré ma nationalité française. C'est-à-dire, c'est comme aller chier sur la tombe des martyrs. Réintégrer ta nationalité. Voilà où est-ce qu'on en est. Moi, on ne me bluffe pas. Je vis en France, j'aime la France. La question d'aimer l'Algérie, c'est une mafiocratie. On a essayé, tout le monde a essayé de dire basta. Il faut changer. Il faut un gouvernement d'union nationale. On peut construire. C'est un beau pays. Ils ne connaissent pas la valeur de ce pays, malheureusement. Et le peuple et les terres, nous sommes la première nationalité à mourir en mer, à la traversée vers l'Espagne. En attendant ce changement à Omar, la diplomatie doit reprendre son cours quand même. Il y a un problème entre deux pays. Et on vient d'entendre Macron qui dit que ce problème ne se règle pas via la presse. Et pourtant, on continue à avoir les dépêches de Figaro, de l'APS, le Khabar, l'Opinion, etc. Mon ami Houssine, je dirais que les Français sont naïfs. On ne négocie pas avec les voyous. Parce que cette crise, c'est quoi l'élément déclencheur? Ce n'est pas la communauté algérienne, ce n'est pas la mémoire, ce n'est pas l'histoire. Parce que déjà la mémoire, Tebboune a accepté, malheureusement, d'écrire l'histoire apaisée avec Benjamin Stora et Chir. Sont consultés, même l'ONM, l'Organisation des Moudjahidines. Or que l'histoire, on l'écrit comme elle est. Et puis l'histoire, on peut l'apaiser. Oui, d'ailleurs, voilà, il se dénonce lui-même. C'est qu'on ne connaît pas notre histoire. C'est que l'histoire de l'Algérie a été cachée. Elle a été empêchée. C'est que dans les manuels scolaires, moi qui ai fait le primaire, le collège, le lycée, l'université, je n'ai jamais eu accès à l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, de la Révolution. On a tout caché parce que sinon, on retrouverait que Boumediene n'a pas fait la Révolution. C'est le Zaïm Boumediene qui a empêché. Et on l'appelle Zaïm de Tebboune, pas le Zaïm à Monfin. Maintenant, le peuple algérien est éveillé. Cette crise n'a pas lieu d'être. Mais ce pouvoir croit avoir gagné. Il veut faire du chantage à la France. Ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas honnête, ce n'est pas sincère, c'est immoral. Voilà ce que je peux dire de ça. Autrement, la communauté, moi j'appelle la communauté algérienne de France à réagir, à agir. Il faut qu'on soit responsable. On ne veut pas cette crise. Cette crise, Tebboune peut nous créer une guerre. Au Maghreb, avec le Maroc, bien sûr, c'est l'ennemi juré. Autrement, un pouvoir qui laisse des influenceurs insulter le Maroc matin, midi et soir. Et la France aussi. Moi, je refuse. Moi, je vis en France. On ne peut pas me dire de choisir. Me dire de choisir, c'est le fait accompli. On ne peut pas choisir. On est en France, on aime la France. Mais on aime l'Algérie, mais pas cette Algérie qu'on nous sert. Une Algérie algérienne, une Algérie qui reconnaît son histoire, une Algérie qui aime ses enfants et qui ne juge pas, qui ne compresse pas ses enfants. Voilà ce que je veux de cette Algérie. Merci Omar. Mohamed Azkhi, nous allons regarder cette vidéo et je reviens. هي اللي تقلق العداء تاع الجزائر ومن خلال هذا المناورات من خلال الشخصيات في فرنسا يستعملوا الناس اللي عندهم تجربه مارسوا المسؤوليات اللي هنا باسم بلادهم هنا في الجزائر وكانت عندهم علاقات
يستغلوا باش يديروا تصريحات ويندوا على الوضع في الجزائر. احنا قادرين نقولوا كل الحقيقة بدون مركب، وهذا نفتخروا به ونفتخروا به، كل الجزائريين يفتخروا بهذا. Le dinar algérien est inconvertible. Comment expliquez-vous que le président du Sénat algérien, qui vient de rompre ses relations avec le Sénat français, a un appartement à Paris? Voilà, il faut prendre des mesures. جاهد في 54 وما زال يجاهد. Voilà, donc c'était Driancourt qui parlait de Godjil. Comment ce Godjil, justement, qui n'arrête pas de parler de la révolution, de l'histoire de l'Algérie, de sa participation, etc., mais qui possède un appartement à Paris, et se posait la question, comment? Ben, vous savez, déjà dans le conflit, si vous voulez, la crise qui existe entre la France et l'Algérie, il faut comprendre une chose, c'est que la France a plusieurs leviers de pression qu'il peut faire sur l'Algérie. L'Algérie, pour l'instant, le seul levier de pression qu'il peut faire, c'est celui relatif à la mémoire. Donc, honnêtement, et encore cette crise, et si on va la suivre d'une manière très, très, je dirais, chronologique, elle est allée en crescendo. Et il y a eu un autre événement qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu des événements qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu des extrêmes droites qui sont montées un peu partout au pouvoir, en Argentine notamment, en Italie, aux États-Unis et bien sûr en Russie. Donc cette forme de gouvernance qui est en train de prendre des espaces encourage, si vous voulez, le Front National aussi à prendre, si vous voulez, des poils de la bête pour tout simplement espérer prendre le pouvoir en France. Et il lui faut un ennemi. Et c'est une stratégie très connue de l'extrême droite, inspirée par Carl Schmitt, qui est l'un des philosophes de l'extrême droite allemande. Donc, il crée des ennemis. La même stratégie est utilisée aussi par le pouvoir algérien. Donc, il lui faut toujours un ennemi pour justifier son discours nationaliste et bien sûr, faisant rappeler les moudjahidines, etc., etc. Donc, c'est une stratégie de communication entre les deux pays pour des objectifs. D'un côté, pour l'extrême droite, d'acquérir des espaces en vue de prendre le pouvoir, et en Algérie, tout simplement, de corser un peu plus, de mettre plus de pression sur le peuple algérien. J'ai répondu, Houssine. Ah oui, justement, par rapport aux déclarations de Macron, quand il appelle à l'apaisement, il appelle au même temps à ce qu'il y ait un travail de diplomatie. Et parfois, à Paris, on parle même de travail secret. Je ne sais pas c'est quoi, mais bon, travail de secret enfin, diplomatique. Mais jusqu'à maintenant, ce travail est accompli par les médias, ici et là-bas d'ailleurs. Ben, premièrement, Macron actuellement est très faible. Sur le plan en France, comme sur le plan international. Quand il est parti voir Donald Trump, vous avez très bien suivi comment que Donald Trump a pu s'imposer. C'est des rapports de force complètement différents. En même temps, il perd aussi, vous savez, la situation a changé. Maintenant, la guerre en Ukraine, l'agression de Poutine de l'Ukraine est en train de prendre des tournures que la France ne veut pas du tout. Et appeler à ce qu'il y ait un apaisement, donc un dialogue avec l'Algérie, je dirais que c'est une très bonne initiative si effectivement le pouvoir algérien va la prendre, tout simplement. Mais la question du Sahara occidental reste posée parce que la France, je doute très fort qu'il pourrait revenir en arrière. Et ceci va toujours être-il un problème pour le pouvoir algérien, puisque c'est pratiquement, c'est comme si c'est une question d'honneur. Donc, cet appel au dialogue, est-ce qu'il est vraiment sérieux, tenant compte de la situation, je doute très fort. Voilà. Justement, est-ce que c'est normal que la question du Sahara occidental soit, si vous voulez, un marqueur dans la politique extérieure de l'Algérie? Si vous êtes pour le Sahara occidental, on est amis, sinon on est ennemis, est-ce que c'est normal? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je ne vous ai pas bien entendu.
Je disais, est-ce que c'est normal que la question du Sahara occidental soit un marqueur dans la politique extérieure du pays? Premièrement, la question du Sahara occidental, elle relève du droit international. Okay, donc, il ne s'agit pas que de l'Algérie ou de la France ou du Maroc, il s'agit d'une question onusienne. Donc, cette question, effectivement, qui relève de l'ONU, et en fait, c'est vrai que effectivement l'Algérie est partie prenante, le Maroc aussi, maintenant la France et d'autres pays ont reconnu aussi la souveraineté du Maroc, et ils ont pris parti, mais c'est une question onusienne. Et pour l'instant, tant que l'ONU, tant que ça n'a pas été réglé au niveau des instances internationales, la question reste pendante. Je pense que même en France, il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour dire non à la position française, notamment le parti de Mélenchon, etc. Donc, il y a une opposition même à la partie, donc à la politique étrangère française. Donc, il faut attendre, voir l'évolution des choses. Et comme nous sommes dans un monde qui évolue rapidement, je pense que peut-être cette année 2025 va nous donner des réponses à tous nos questionnements, en fait. Mais la question reste une question onusienne. Restez avec nous. Prenons un peu de hauteur pour aller à Genève. Donc, le deuxième sujet, c'est celui des libertés et des droits de l'homme. Majid Hachor, nous allons écouter Madame Marie Lawler et je reviens. على الرغم من أن تقدما واسعا قد حقق لزيادة مشاركة المجتمع المدني منذ الحراك ودستور عام 2020، هناك شواغل جدية حول قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج مسارات المجتمع المدني. المدافعون الذين التقيتهم الذين يعملون على الفساد والاختفاء القسري وتعزيز حقوق الأقليات وحماية البيئة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان كانوا من بين أولئك الذين حدثوني عن الخوف الذي يعملون في خضمه. بعضهم ألغى اللقاءات في اللحظات الأخيرة خوفا من الأعمال الانتقامية، وإن استخدام المادة 87 مكرر من القانون الجنائي لاتهامهم بالإرهاب، وهذا التعريف فضفاض ويتيح للسلطات الأمنية إمكانية اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان. أعاود مناشدتي للحكومة الجزائرية لتعديل هذه المادة والتأكد بأن تعريف الإرهاب والجرائم المرتبطة بذلك محددة بدقة وهي غير تمييزية ولا تقوم على المفعول الرجعي وتتماشى مع المعايير الدولية. وآمل أن أواصل الانخراط مع الحكومة حول التوصيات التي وردت في تقريري والعمل مع الدولة للتأكد من أن زيارتي لم تكن مجرد عملية صورية. Majid Hachor, donc c'est pas les rapports qui manquent, hein, ce n'est pas, on a vu beaucoup de rapports, et d'ailleurs Riposte Internationale est avec nous, les ONG, Amnesty International, l'ONU, le Parlement européen, etc. Mais rien ne change en Algérie sur cette question. La sourde oreille continue toujours, l'aveuglement continue toujours, et nous on continuera toujours à tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, c'est pousser une porte ouverte de dire que ce qui s'est passé nous donne encore une fois raison quant à la précarité, quant à l'absence des droits de l'homme en Algérie, malgré, comme elle l'a dit, malgré la Constitution, une Constitution libérale qui octroie, qui donne, qui dispose de beaucoup de droits, des droits qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Est-il une lapalissade de dire que nous sommes parmi les pays
les pays qui emprisonnent le plus de femmes, de dire que nous sommes parmi les pays ou peut-être le pays qui surveille le plus Facebook à côté, qui surveille plus Facebook, qui surveille plus les réseaux sociaux. Faut-il dire que nous sommes parmi les pays qui emprisonnent le plus de jeunes, qui regardez le nombre d'interpellations qui dépasse les 15 000, regardez le nombre d'emprisonnements qui dépasse les 300. Aujourd'hui, l'avantage de la réunion d'hier, c'est qu'il confirme l'isolement de ce système, un système qui s'isole et qui est isolé et qui gagnerait encore une fois un autre message, un autre cri de cœur qui gagnerait à écouter son peuple, qui gagnerait à donner la chance à son peuple, qui donnerait la chance de s'autodéterminer au peuple à l'ère de rétrécissement de l'autodétermination. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde. Le multilatéralisme est brimé. Aujourd'hui, on assiste à des initiatives individuelles de certains fous. On assiste à la folie des derniers tsars. Inutile de remuer la géopolitique ou la politique ou la géographie pour dire que il est urgent, il est plus que vital de redonner la chance à ce peuple, d'ouvrir le champ médiatico-politique, de libérer les prisonniers, de modifier, de supprimer toutes les lois liberticides, mais qui va nous entendre, Al-Hussein. C'est cela le problème. Merci Majid. Amaret Mokhtar, nous allons écouter Zaki Hennesh, militant pour les droits de l'homme justement en Algérie, qui a intervenu au cours de cette rencontre. Les défenseurs des droits humains en Algérie s'aggravent de plus en plus. Les autorités algériennes considèrent la défense des droits humains comme un crime. Des dizaines de défenseurs des droits humains contraints de fuir leur pays pour échapper à l'acharnement judiciaire. L'incarcération et la politique de pauvreté systématique 15 mois après la visite de la rapporteure spéciale. Il est évident que les autorités algériennes n'ont pas pris en compte les recommandations émises pour protéger les défenseurs et les défenseuses des droits humains. Bien au contraire, elles ont intensifié la répression. Pour illustrer la fermeture de l'espace civique, il faut parler de la situation des avocats du comité de la défense des détenus de Hirak, qui ont été à l'avant-garde et se mobiliser pour défendre les détenus d'opinion et les victimes de la machine de répression qui a commencé en juin 2019. Depuis cette date, j'ai recensé le cas de 20 avocats à avoir subi des attaques. 4 de ces avocats ont été emprisonnés, parmi lesquels Maître Mohamed Chahid, en détention depuis 17 mois, sans avoir été jugé. Les journalistes, qui jouent un rôle important pour nous aider à médiatiser et donner la visibilité à la répression, ont aussi été victimes de la machine répressive. Depuis 2019, et selon mes estimations, 21 journalistes ont été emprisonnés. 37 journalistes ont été poursuivis judiciairement, dont Abdelwakil Blam, qui a été victime d'une disparition forcée de 7 jours. Amaret Mokhtar, nous avons là donc un militant acharné des droits de l'homme qui essaye de dire un peu de quelques vérités des droits de l'homme, des libertés en Algérie. Ce n'est pas un militant acharné, il a dit un peu de vérité, c'est la vérité ce qu'il dit, donc ce n'est pas un acharné, pas du tout. Cette journée de la femme, enfin, n'oublions pas Amira Mkounache en prison, n'oublions pas toutes les prisonnières. Il y a des femmes prisonnières. Il y a Amira, même si elle est sortie de prison, elle est dans la grande prison, il est sorti de la petite, elle est dans la grande, elle n'a pas son passeport, elle ne peut pas voyager, elle est rappelée à chaque fois par les juges. Donc, autrement,
les droits de l'homme en Algérie. Mais il n'y a pas de justice en Algérie. Il n'y a pas de droits de l'homme en Algérie. Il n'y a pas d'élection en Algérie. Tebboune, c'était l'élection de Tebboune, enfin l'intronisation de Tebboune. Le peuple a fait un référendum. Il y a moins de 10%. On parle de 11% enfin du corps électoral. C'est-à-dire, il n'y a pas 8% d'Algériens qui se sont déplacés pour voter, pour s'exprimer. Donc, nous sommes dans une tyrannie. Ils se croient tout permis, ils font ce qu'ils veulent. Même d'ailleurs, ils ont pris cette folie, la même allure, ils font ça avec la France, avec l'Espagne, ils changent d'avis quand ils veulent, et avec le Maroc. Sauf que là, les États-Unis, l'arrivée de Trump, la donne a changé, et puis, si vous voyez bien, le défilé de ministres, d'hommes d'affaires et tout ça à l'ambassade des États-Unis à Alger. Et ces gens-là, cette tyrannie, croient que les Américains négocient comme ça, tu achètes 25 000 vaches, tu leur donnes des marchés, ils vont se taire. Non, Trump, c'est un empereur, il ne négocie pas, il décide, il fait. Donc, le pouvoir algérien, je pense, Cheikh Mohamed El Hussein, il est arrivé au sommet. Maintenant, il ne lui reste aucun ami, ni du monde arabe, ni en Europe. Tout le monde a découvert ces méfaits. Évidemment, son peuple, j'aimerais bien que la France s'occupe à compter le nombre de sans-papiers qui sont là. Malheureusement, on a essayé de les démarcher pour leur faire des passeports, pour manifester, faire une contre-manif contre le Hirak, bien sûr. C'était la fameuse manifestation de la place du colonel Fabien un certain 19 mars. Il y avait Ben Qsdira qui venait de Londres et tout ça, machin. Donc tout ça, c'est triste et malheureux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la tyrannie. Merci, Omar Mokhtar. Mohamed Mziane, nous avons écouté donc Madame Lawler, nous avons écouté Zaki Hannesh, et maintenant nous allons écouter Monsieur Rachid Beldan, représentant de l'Algérie à Genève. De l'attachement de l'Algérie à bâtir une coopération active, solide et transparente avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Elle traduit également son engagement renouvelé en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme en Algérie, comme mesure phare du programme de Monsieur le Président défenseur des droits de l'homme en Algérie, pourrait être contredite par ce qui suit. L'amendement constitutionnel de 2020 garantit dans de nombreuses dispositions, dans les articles 52 et 53, un environnement favorable à l'expression et à l'action des défenseurs des droits humains conformément aux pratiques. Pas de loi spécifique dédiée aux défenseurs des droits de l'homme qui risquerait d'engendrer une hiérarchisation entre les citoyens. Le cadre juridique et institutionnel algérien garantit pleinement les droits et libertés nécessaires à leur action. Concernant les libertés d'association, une réforme de la loi 1206 du 12 janvier 2012 a été engagée et un nouveau projet de loi organique est en phase de finalisation. Une fois la loi... Tout va bien. Oui, mais vous savez, effectivement, vous avez bien raison de sourire. En fait, il y a entre le discours officiel et la vie réelle que vivent les Algériens, il y a un fossé. Parce que si on prend déjà ce que Marie Lawler a dit dans son rapport, on s'aperçoit que déjà elle alerte sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Riposte International aussi a fait différents rapports sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Bon nombre d'intervenants, avocats, journalistes, etc., ont tous pointé du doigt qu'il y a une situation alarmante des droits de l'homme en Algérie. Donc, on dirait que nous sommes dans deux paradigmes, dans deux réalités différentes, celle du régime algérien et celle des Algériens. Mais les Algériens, leur réalité, ils ont montré ce qu'ils pensaient effectivement du régime algérien. À travers le deuxième déjà scrutin électoral à la présidence, vous vous souvenez, il y a eu un fiasco électoral, les Algériens ont boudé les élections. C'est une réponse claire, nette et précise, comme quoi, en fait, le discours officiel et si vous voulez, n'est qu'un discours officiel, mais il cache réellement la réalité. Et nous avons plusieurs cas. Il y a plusieurs cas d'Algériens emprisonnés pour des posts Facebook. Il y a des personnes parce que peut-être la préface de leur livre a été faite par Farhat Mahni, ils sont emprisonnés.
etc. Parce que quand on parle des droits de l'homme, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion, la liberté d'association. Combien de partis politiques n'ont pas été agréés parce que tout simplement, ils ne concordaient pas avec la ligne du pouvoir. Et ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que le régime algérien a une histoire. C'est-à-dire, pour atteindre, si vous voulez, sa forme actuelle, il y a eu plusieurs étapes. De l'indépendance en 1962 comment dirais-je, la constitution du cinéma qui a été faite dans un cinéma, et l'Assemblée constituante qui a été, donc, si vous voulez, court-circuitée, jusqu'à la dernière constitution, il y a toute une histoire. Il y a eu donc des éléments qui se sont, si vous voulez, ajoutés pour former la nature du système algérien. Si vous avez remarqué, tout le monde a remarqué quand même qu'il utilise la peur, la force, il essaie de s'adapter aux situations, et aussi cette politique de la création de l'ennemi. Donc un système qui a toutes les apparences d'un système autocratique, il est un système autocratique et autoritaire, donc je ne pense pas que les droits de l'homme et la démocratie réelle ils ne peuvent être que antinomiques par rapport au régime algérien. Donc peut-être le Hirak était une occasion pour mûrir, à ce que l'Algérie atteigne effectivement un certain niveau de maturité politique pour asseoir une réelle démocratie. Le régime algérien, il a réprimé. Vous avez vu les lois qu'il a mis après, l'amendement qu'il a fait pour l'article 87 bis, qui existait déjà en 1966. Il a encore corsé en élargissant la définition de l'acte terroriste. Tout simplement, il a fait l'amalgame déjà de c'est quoi réellement le terrorisme, parce que vous pouvez être un militant pacifique, vous pouvez vous retrouver en prison pour des accusations très graves, rien que pour, tout simplement, vous avez essayé de changer de mode de gouvernance. Je pense que, tout simplement, et pas qu'en Algérie, en Europe, les gens sont en train de décrier, si vous voulez, pourtant c'est des pays démocratiques, ils disent qu'il y a des espaces de démocratie qui sont enlevés. Donc, alors, si en Europe, les opposants à différents systèmes disent qu'il y a des espaces de démocratie qui nous sont enlevés, alors là, quoi penser de l'Algérie? Sauf que l'Algérie, justement, Mohamed Mziane, le régime à Alger, présente d'autres raisons. Hein. Ils ne veulent pas justement avouer que ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui en prison sont en prison par rapport à leurs opinions. Nous allons écouter le ministre de la Justice, par exemple, Lotfi Boudjma. Qu'est-ce qu'il dit? فيديو 6 ولا الشيء اللي موجود في الملفات يا جماعه مش هو الكلام اللي قاعد يقولوا فيه اللي تسمعوا فيه انتم. كي تشوف انت في الفيسبوك قول ما قال والو مسكين هذا يدخلوا الحبس. روح اجبد التليفون تاعو واش قاعد يدير مع من يتواصل واش قاعد يقول واش قاعد يهدر. وانا نقول لكم بكل صراحه الدوله الجزائريه يا جماعه ما تتبناش بالسب والشتم، راكم تتفقوا معايا، وما تتبناش بالقذف، وما تتبناش بمؤسسة الدولة. الناس أعراضها تمس في الفيسبوك والسب والقذف والإهانة والصور، والله ما نتسامح فيها. سأشهر سيف القانون وسيكون حادا في هذه المسائل، ما فيهاش تسامح، ما فيهاش تسامح. بلادنا الحمد لله بلاد حريات، من الدستور للقوانين الموجودة والتزامات السيد رئيس الجمهورية. اللي يحب يتكلم يتكلم، اللي يحب ينتقد ينتقد. احنا العدالة عمرنا لو واحد انتقد جبناه ومن بعد يقولوا وجابوه على جال رأيه. هذاك الكلام الذي يسوق له أعداء هذه البلاد. يقول لك ما عندناش احنا سجناء الرأي، ما عندناش. اللي يحب يعبر يتفضل، ولكن يا أخي يعبر في حدود الأخلاق. شعبنا ما يقبلش السب. Voilà, c'est donc les ennemis de l'Algérie qui veulent présenter les choses ainsi. Premièrement, il faudrait peut-être poser la question donc à ce ministre, c'est quoi la définition de la politique déjà? Parce que toute personne en Algérie, il est de son droit de comprendre la gestion des affaires publiques, il fait de la politique. Même si on a une opinion sur, si vous voulez, sur le prix du pain, c'est de la politique. C'est ça, en fait,
Et ce ministre, ce qu'il oublie, c'est que quand on fait un post Facebook tel qu'il l'a très bien montré, parce qu'il se met en contradiction et en même temps, il vient d'innocenter ceux qui sont pris pour des posts Facebook. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on comprend qu'ils ont été convoqués pour un post Facebook. Mais en fait, il dit que ce n'est pas à cause du post Facebook, mais à cause de ce qu'il y a dans leur portable. Non seulement c'est une émission dans la vie privée des gens, ce qui est interdit par la loi, et en même temps, il innocente les personnes qui, pour lui, ce n'est pas pour le post Facebook, alors qu'ils ont été convoqués pour des posts Facebook. Je pense que déjà que les avocats de ces personnes peuvent utiliser ce que le ministre a dit pour innocenter ces personnes. Parce que pour ce qui est de la vie privée, les personnes ont le droit de discuter avec qui ils veulent, tant qu'ils ne sont pas payés par des puissances étrangères, par des officines étrangères pour dire ce qu'ils disent sur Facebook, ils sont innocents. Et ce n'est pas, le ministre, tout simplement, il vient de démontrer que c'est un coup de force qu'il a fait sur des personnes innocentes. Voilà, il s'est contredit lui-même. Merci, Mohamed Mziane. On a un avocat avec nous, justement. Majid Hachour, qu'en pensez-vous, Majid Hachour, de cette histoire du téléphone? Cette histoire-là, elle s'est répétée pendant presque tous les procès des détenus d'opinion. Les faits sont là. Ça veut dire que on prend un Facebooker ou un hirakiste, on lui arrache son téléphone, on va directement vers Google Photos dans les vidéos et on prend des photos, on prend ces vidéos, on les consulte, on les publie, enfin, il est publié dans les rapports d'enquête. Nous avons à chaque fois dénoncé ces faits comme étant des faits qui annulent la procédure de poursuite, parce que sans l'autorisation du parquet, on n'a pas le droit de s'introduire dans le téléphone, de prendre le téléphone de quelqu'un et de visionner ce qu'il y a dedans. C'est étrangement, bizarrement, la motivation du parquet quant à ces faits ou ces actes, ils disent que si nous avons consulté le parquet, nous avons demandé l'avis du parquet, alors que ça n'a jamais été fait. Nous avons pris la responsabilité et on l'assume de conseiller à tous les détenus, de conseiller à tous les hirakistes de ne pas donner leur téléphone, à moins d'une autorisation. Mais malgré cela, on continue à violer la procédure. Vous allez dire quelque chose, non? Oui, je disais, est-ce qu'ils ont le choix en même temps? En principe, oui, ils ont le choix. Ils n'ont qu'à insister. Mais le problème est dans certaines pratiques. Vous savez, il y a différentes façons de protéger son téléphone, des fois par le code, des fois par l'empreinte, etc. On a assisté. On va passer au troisième sujet, Majid, je reviens tout de suite. Nous allons passer au troisième sujet, donc, après cette petite intro. Alors, Chergui, ce projet de manœuvre d'exercice militaire franco-marocain que l'Algérie qualifie de provocation, nous allons en parler tout de suite avec nos invités, mais après avoir regardé cette petite vidéo. أفاد بيان لوزارة الخارجية أن الأمين العام للوزارة لوناس مجرمان استقبل أمس بمقر وزارة الخارجية سفير فرنسا بالجزائر، وقد كان الغرض من هذا اللقاء لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية المغربية المزمع إجراؤها شهر سبتمبر المقبل
بالراشدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شرقي 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات حسب ما ورد في البيان. وأوضح الأمين العام لمحدثه بأن الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر، مضيفا بأن تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة. كما طلب الأمين العام لوزارة الخارجية من السفير الفرنسي الحصول على التوضيحات اللازمة حول هذا الموضوع، ودعاه إلى نقل موقف الجزائر إلى سلطته السلمية بالصيغة التي تم إبلاغه بها. Omar Mokhtar, donc cette histoire des manœuvres militaires franco-marocains à Rachidia, pas loin des frontières algéro-marocaines, le ministère des Affaires étrangères algérien a communiqué avoir reçu l'ambassadeur français, donc Romaté, jeudi 6 mars, pour lui faire part de la gravité de ce projet. Omar Mokhtar. Est-ce que Omar est avec nous? Majid Hachour. On mettait il y a le code, il y a l'empreinte. Mais je disais que même avec le code et avec l'empreinte, on a forcé des gens à ouvrir leur téléphone. Et ça, c'est pour terminer avec le premier sujet. Quant à cette manœuvre franco-marocaine, s'il vous plaît, allô, Hussein? Oui. Donc, je disais, je parlais de la manœuvre franco-marocaine. Je rappelle qu'en 2022, cette manœuvre a eu lieu. Pourquoi qu'en 2022, on n'a même pas levé un doigt et qu'on respecte et qu'on fasse des remarques, spécialement cette année. Nous sommes libres de faire les manœuvres qu'on veut sur notre territoire, même à la frontière des territoires. Quand les pays limitrophes aussi sont libres de faire leurs manœuvres aux frontières, aux limites et même à l'intérieur de leur pays. Je ne vois pas pourquoi tout ce bruit, un bruit pour rien. Mais ça rapporte encore de l'eau à notre moulin, vu ce qui a été dit depuis le début de l'émission, où finalement on s'aperçoit que tout ce qui se passe est diversion sur diversion et que c'est beaucoup de bruit pour absolument rien du tout, parce que ni le Maroc ne va reculer, ni la France ne va reculer. Il s'agit d'un contenu conventionnel entre deux pays qui sont entendus sur des manœuvres, comme je pense la France s'est entendue sur des manœuvres avec l'Algérie, comme les manœuvres que nous avions déjà fait avec les États-Unis. Donc je vois pas pourquoi de ce bruit. Moi, je dirais une chose, c'est que au lieu de toute cette agitation pour fuir la réalité qui est quoi? Qui est l'urgence de se réconcilier avec le peuple, l'urgence de se réconcilier avec le pays, l'urgence d'ouvrir, l'urgence d'enclencher un processus démocratique si attendu, l'urgence de l'ouverture médiatico-politique, l'urgence de la libération des détenus. Voilà les urgences et voilà l'essentiel et voilà l'important. Mais bien sûr, on nous a toujours habitués à fuir l'essentiel, à fuir l'important pour des broutilles, excusez-moi du terme. Voilà. Omar Mokhtar est de nouveau avec nous. Omar Mokhtar, sur cette question des manœuvres justement franco-marocaines au Maroc, à Rachidia, pas loin des frontières algériennes. Pour Alger, c'est un projet grave, très grave.
Vous savez, la diplomatie algérienne va emmener l'Algérie dans l'impasse et on risque même une guerre. La France et le Maroc ont des accords et ils font des entraînements, ils font ce qu'ils veulent au Maroc. Ça ne concerne pas l'Algérie. Mais si l'Algérie se sent concernée, il y a urgence, c'est-à-dire c'est comme si le Maroc nous a déclaré la guerre. L'urgence aujourd'hui, c'est l'apaisement général et puis investir dans la paix. On n'a pas à avoir de mauvaises relations avec le Maroc. Rien, bien sûr qu'il y a eu 63, le Maroc s'est trompé, oui, 94. Le Maroc a instauré le visa injustement. Oui, le Maroc s'est trompé, il a le droit de se tromper. Mais il faut revenir à la table des négociations. Il faut négocier avec le Maroc, il faut négocier. Sinon, le Maroc et les États-Unis, l'année dernière, ils ont bien fait des entraînements aux frontières marocaines. Mais elle encore, c'est que le Sahara marocain, moi je dis le Sahara marocain, hein, parce que le match est perdu. Le Maroc a tout fait du lobbying et tout ça. Les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara, la France. Il reste quoi? L'Angleterre, c'est un pays ami. Et en plus, avec l'appui des pays du Golfe, la finance, l'Arabie Saoudite, les Émirats, même le Qatar, l'Égypte a reconnu la marocanité du Sahara. Il n'en reste plus rien. Alors que l'Algérie, elle reste, c'est une affaire onusienne. Oui, mais l'ONU, c'est qui? L'ONU, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre et c'est les Européens. Bien, mais le Maroc a fait du lobbying. C'est terminé, le match est perdu, il fallait sortir par la grande porte. Aujourd'hui, Tebboune doit partir. Lui et son gouvernement, parce qu'il ne peut pas revenir sur ses pas. Il faut une autre personne qui appellera. Il faut un Atatürk en Algérie. Il faut vraiment un Atatürk, genre d'Atatürk en Algérie, qui fait table rase, donc remettre le pouvoir au peuple avec des élections et investir. L'affaire du Sahara, elle bloque une chose extraordinaire, cet espace culturel et économique de l'Afrique du Nord, de la Mauritanie, jusqu'à la Libye avec le Niger et le Mali. C'est un grand espace économique qui est protecteur aussi. Là, on peut parler on peut se préparer à prendre notre défense avec une armée comme il met ça. Il faut des hommes qui savent lire et écrire, qui comprennent. Ce n'est pas des gens qui menacent son peuple, qui dit à la télévision on ne dit pas à la télévision c'est un bâtard, ça ne se dit pas, on ne dit pas que c'est les enfants de Bijar. Quand je dis ça, donc nous sommes des ennemis de l'Algérie, Khabardi, ça ne se dit pas. Personne ne veut du mal à son pays, on veut du bien. Cette Algérie qui nous serve, moi je ne prends pas. Je refuse de prendre cette Algérie arabo-musulmane. Je refuse. Il faut reconnaître les peuples d'Algérie, donner la liberté à chacun de nous. Il peut être ce qu'il veut. Voilà, l'Algérie au-dessus de tout, mais ils ne connaissent pas la valeur de l'Algérie. Ils ont une rente, c'est des tyrans, ils ont une rente, ils font ce qu'ils veulent, ils sont 10% à vivre en Algérie, et le peuple souffre et souffrira. Donc, ça ne durera pas encore longtemps comme ça. On veut, alors c'est de l'ingérence dans les affaires de la France. Du Maroc, on sait, quand on dresse le peuple comme des chiens contre le Maroc, contre la France, moi je ne suis ni contre le Maroc, ni contre la France, ni contre personne. Il faut être patriote, arrêter d'être un nationaliste comme ça. Il faut construire son pays. Depuis 62, le régime est instable et puis il est faible. Il a peur du peuple. Voilà ce qui se passe, on le sait, tout le monde le sait. Mais quand est-ce qu'on va s'unir à dire basta? Le Hirak a été mal conçu parce que il n'y a pas de feuille de route. Il faut une feuille de route. Et puis l'élite doit parler. L'élite algérienne doit dire non. On ne peut pas menacer chacun dans son coin et se taire comme ça. Des journalistes, des avocats, ça suffit. Tebboune, je pense qu'il faut lui dire carrément, mais ça c'est l'affaire du peuple. Moi je m'en charge. Cette communauté algérienne de France, elle doit dire les vérités. Nous ne sommes pas contre la France, nous sommes contre les influenceurs que vous nous avez envoyés pour nous fermer nos gueules. On ne ferme pas nos gueules. Voilà ce qui se passe. Merci Omar Mokhtar. Restez avec nous, Omar. Bon, M. Mokhtar est responsable de ces propos. Pour nous, on reste dans la légalité internationale concernant le Sahara occidental. Mohamed Mziane, donc cette question, pourquoi ces peurs, ces craintes, Mohamed Mziane?
Et il y a une question aussi qui s'est posée sur les réseaux sociaux hier, Mohamed Mziane, c'est par rapport aux termes reçus. Le communiqué donc, du ministère des Affaires étrangères dit que le secrétaire général, M. Magremen, a reçu l'ambassadeur français. Par contre, les médias algériens, tous quasiment, ont dit que l'ambassadeur français a été convoqué. Vous savez, il y a une surenchère. En tout cas, il y a une surenchère, mais qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, comme l'a dit bien Majid, il y a la France est un pays souverain, le Maroc est un pays souverain. Ils ont fait des accords. Comme l'Algérie, si l'Algérie effectivement a des accords avec un autre pays souverain pour faire aussi des manœuvres, l'Algérie va faire ses manœuvres. Aux frontières, il y a des conventions. Maintenant, effectivement, le régime algérien, je pense qu'il perd de la rationalité surtout, hein, de la rationalité, et dont je tiens peut-être à parler d'un certain Dominique Mouizi qui a écrit un livre sur la géopolitique de l'émotion. Le régime algérien, malheureusement, il est dans l'émotionnel, c'est-à-dire il n'arrive pas à gérer la situation d'une manière très cartésienne et il s'isole davantage. Il n'est pas de l'intérêt de l'Algérie, ni du peuple algérien, de s'isoler, ni du Maroc, ni de la Libye, ni de la Tunisie, ni du Mali, ni du Niger, ni de la Mauritanie. Ce sont notre espace géographique et géopolitique par excellence. Et il est plus important d'avoir de très bonnes relations avec ses voisins que de chercher des alliances outre-mer. Donc, je pense que cette peur, qui est celle qu'on a dit des intervenants, déjà le régime algérien, lui qui veut faire peur, lui-même il a peur, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, sur le plan international, l'Algérie a reculé énormément, non seulement dans les pays nord-africains, mais aussi dans le pays du Moyen-Orient. Et donc, toute chose qui peut être vue, perçue, ils peuvent penser que c'est une atteinte à l'Algérie, ils réagissent, mais en fait, ils sont plus dans l'émotionnel que dans la rationalité. Et justement, pour l'avenir entre ces pays, je ne sais pas comment on peut qualifier ces relations, Mohamed Mziane. J'ai pas compris votre question, ça coupe, veuillez m'excuser. Je disais que justement pour l'avenir de ces relations, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ça ou on fait de la politique de jour au jour? Oui, mais les intérêts changent. Hein. Les relations entre les pays, c'est les intérêts qui gouvernent les relations. Normalement, c'est ça. Pardon? Allez-y. Ah oui, c'est-à-dire, c'est les intérêts qui gouvernent les relations entre les pays. Bien sûr, il y a des pays, effectivement, il y a l'histoire qui nous lie, telle que la Tunisie, le Maroc, la Libye, bien sûr. Nous avons une histoire commune, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des pays nord-africains, nous avons une histoire commune, mais ça doit nous rapprocher davantage. Mais il faut savoir qu'en relation entre les pays, c'est les intérêts. Donc, aujourd'hui, la France voit son intérêt avec le Maroc. Maintenant, si les choses vont changer, effectivement, les choses peuvent changer, mais maintenant, on ne sait pas, je ne peux pas vous dire mais d'une manière analytique, ce sont les intérêts, ils dépendent aussi d'un contexte international, de comment que l'Algérie va essayer de se positionner, mais avec le régime, enfin, avec l'équipe actuelle, parce que le régime n'a pas changé de nature, le régime c'est le même, c'est pour ça que le Hirak veut changer de régime complètement, mais l'équipe actuelle, et je pense qu'elle a fait beaucoup de mal en matière de politique internationale pour l'Algérie. Merci. مجيد حشر الكلمة الأخيرة من فضلك. La gestion, la gouvernance est conditionnée par une seule chose. Avec tous les phénomènes, avec tous les ingrédients de la gouvernance, il y a un moyen, il y a un point essentiel, c'est le sérieux et c'est le réalisme. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir au niveau intérieur et prévoir au niveau extérieur. Ce qui implique quoi? Ça implique la vision, d'avoir une vision. Faute de vision, on sera condamné à être dans l'émotif, à être dans le bricolage, à être dans l'agite propre, à s'agiter pour rien, à être dans la diversion, juste pour
un objectif, c'est celui de se maintenir au pouvoir. Cela, si c'est la motivation des gouvernements et de ce système, il est nullement la motivation du peuple qui aspire vraiment à mieux parce qu'il mérite mieux et vive l'Algérie. Merci à Sid Al-Hussein. Merci Amarat Mokhtar. Merci Majid Hachra. Amarat Mokhtar, un dernier mot. Écoutez, je pense que dans l'état actuel des choses, Tebboune a reconcentré les pouvoirs entre ses mains. Donc, de fait, c'est un régime très faible. On ne parle pas d'institution, on parle d'un pouvoir entre les mains d'une personne ou d'une clique. Donc, et puis l'armée n'est pas protégée du tout, au contraire. Donc, on mêle l'armée à la politique. Chez Griha, je ne pense pas du tout qu'il fait l'unanimité, parce qu'il manque cette intelligence de Toufik et tout ça, qui faisait même des coups, on ne les ressentait pas tout de suite. Mais là, c'est une politique de fait accompli. On est comme des aventuriers, c'est un navire ivre. Et il avance, on ne sait pas où. Comme des prisons vertes, on ne sait pas. D'ailleurs, il a repris langue avec l'Espagne, d'accord? Mais pourquoi avoir fait la gueule depuis 3 ans? Pourquoi couper ce gazoduc qui passe par le Maroc? Tout ça, c'est la frustration, c'est le soukarvah. C'est un pouvoir non acquis. C'est un pouvoir qu'il a trouvé comme ça. Donc c'est comme un bébé, tu lui donnes des lumières et des bonbons, ben il est hors de lui. Donc c'est un navire ivre qui... Une prochaine fois, Tanmir. Mohamed Mziane, un dernier mot rapidement. C'est un mot d'espoir. Vous savez, la seule chose qui peut effectivement redonner confiance aux Algériens, c'est l'espoir. La peur, effectivement, elle existe, mais il faut avoir espoir que rien ne dure. Et puis, il y a beaucoup il y a une force vive en Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens et ils sont nombreux, plus nombreux que tout le reste. Ils sont attentifs. Effectivement, le Hirak a été un événement historique extraordinaire. Donc, si le Hirak a existé, il peut y avoir d'autres mouvements qui pourront tout simplement ramener l'Algérie l'Algérie vers son véritable, tout simplement, elle va suivre le cours de l'histoire, elle va revenir à sa position sur le plan international déjà, et bien sûr s'occuper de ses enfants pour que ses enfants ne partent pas haraga dans des pays étrangers. Merci Mohamed Mziane. Je rappelle que Mohamed Mziane, c'est votre première participation avec nous. Yatek Saha, j'espère que ce n'est pas la dernière. À la prochaine, Inch'Allah. Yatek Saha. Amarat Mokhtar, merci. Majid Hachour, merci. Merci à vous toutes et à tous. Salam alaikum, saha.